Salut! Aujourd'hui, on va parler de coûts. Comme tu le sais probablement, l'an dernier, Danny et moi, on a été faire le tour de l'Islande à vélo. Et c'est une question qui me revient quand même assez régulièrement. Combien ça peut coûter faire une expédition comme ça? Et j'ai fait mes petites recherches parce que je ne l'avais pas vraiment calculé encore jusqu'à récemment. Et la réponse se situe entre 3 500 $ et 35 000 $. Oui, c'est un gros gap. Je vais t'expliquer dans les prochaines minutes comment je fais mon calcul et combien tu dois prévoir de budget pour une telle expédition. Allez, c'est parti. Donc, 3 500 $ ou 35 000 $. La grosse différence entre les deux montants, c'est la différence entre les frais directs et les investissements. Deux choses complètement différentes, puis je pense que c'est important de les séparer. Les frais directs, c'est quoi? C'est l'argent que tu ne reverras pas. Billets d'avion, déplacement, hébergement, nourriture, tout ce genre de choses-là. Tu ne revois pas ça. Investissement, vélo, sacoche, équipement de camping, tous des trucs que tu vas pouvoir réutiliser sur une prochaine expédition ou que si jamais tu décides que tu ne veux pas te relancer là-dedans, tu peux revendre ton stock. À perte sûrement, parce qu'il va être usagé, mais c'est pas tout perdu. Et c'est là qu'on arrive on va calculer les frais directs en premier. Le vol. C'est la plus grosse dépense des frais directs de mon côté, en partant du Canada pour se rendre en Islande. En juin, ça m'a coûté 1710 $. Aller-retour. J'ai pris le billet aller-retour. C'est la première fois que je faisais ça dans une expédition parce que généralement, je pars d'un point et je finis à un autre. Et là, comme s'il s'agit d'une île, j'ai fait le tour. Donc, oui, là, j'ai pris un billet aller-retour. Ça revenait beaucoup moins cher de le faire comme ça en passant. Donc, quand même, en Islande, comme je pense qu'il y a juste un aéroport international, ça vaut la peine de prendre aller-retour. Ça t'impute une date de retour, par contre, et ça, j'ai pas tant aimé ça. Parce que j'aime ça avoir la liberté de revenir quand ça m'adonne, plutôt que quand mon billet de retour est cédulé. Puis ça l'a amené un certain stress de fin. Hein. Il faut rentrer à temps si on veut pas manquer notre avion. Puis il n'était pas question de prendre l'autobus ou quoi que ce soit. On voulait tout faire le tour à vélo. Si on n'avait pas pris le billet de retour, on aurait sûrement fait un petit détour. Sinon, donc 1710 $ pour le vol. Autres frais qu'on ne revoit jamais, sont dépensés, ils restent là-bas en Islande. L'hébergement. Là-dessus, on a dépensé 1450 $ à deux. Donc, 725 $ par personne. Et ça l'inclut 4 nuits dans des guest-houses et une dizaine de campings. Donc, si on fait le calcul, ça coûte cher l'hébergement. Ça coûte très, très cher l'hébergement. À notre arrivée, on s'est pris une nuit dans un guest-house, question de se préparer. Pendant l'expédition, on a eu une journée où est-ce que ça a été assez extrême, puis il a fallu se réfugier. Donc là, on s'est payé un guest-house. Et à la fin, au retour, on s'est pris un guest-house pour les 2 dernières nuits pour rempacter les vélos, puis revenir, puis se setuper justement pour le retour. En moyenne, ça coûtait 270 $ la nuit. C'est assez cher. Là, on parle d'un guest-house. C'est assez la base. T'as une chambre. On avait une chambre avec 2 lits simples. Il y en a une qui, pour à peu près 350 $, avait une salle de bain, ce qui veut dire toilette et lavabo. La douche était commune. Et l'autre, à peu près à 250 $, c'était
minuscule lavabo dans la chambre, c'est tout ce qu'il y avait. Il y avait une belle grosse salle de bain commune. C'était quand même, c'était très bien comme endroit, mais c'est excessivement cher l'hébergement en Islande. Et on a aussi, comme je disais, une dizaine de nuits en camping. Et là, en moyenne, j'ai calculé que ça faisait à peu près 18$ par tente. Voilà, le 270$ que j'étais de moyenne, c'était à 2. Donc, ça divise si t'es en équipe, ça aide beaucoup. Et enfin, la dernière dépense directe, c'est la bouffe. Et là, pendant le mois qu'on était là en Islande, ça nous a coûté 3000$. Donc 1500$ par personne. Et là, ça, je calcule ça un peu différemment. Oui, ça a coûté 1500$ là-bas. Puis là, juste à ce tarif-là, oui, c'est cher. C'est cher. Tout est cher en Islande. La bouffe n'en fait pas exception. Tu vas aller chercher des trucs dans une épicerie, puis tu vas t'en ressortir avec une facture pratiquement d'un petit restaurant cheap au Canada. Ça coûte cher. Si tu t'en vas dans un restaurant, là, tu vas te ramasser des burgers à 30$. Puis ils n'auront pas forcément d'accompagnement. Ils sont payés juste pour un burger. Es-tu bon ton sandwich, Pascal? Tout encore, hein? C'est-tu le meilleur sandwich à 20$ que tu as mangé de ta vie? C'est le meilleur sandwich à 20$ que j'ai mangé. C'est probablement le seul sandwich à 20$ que j'ai mangé de ma vie. Pour donner une idée, ça coûte 17$. C'est un super beau bagel au saumon fumé islandais. Ça, c'est une espèce de gâteau tarte au yogourt. Puis ça aussi, c'est 17$. Mais, c'est des portions vraiment généreuses. Probablement que si t'es pas en train de pédaler, c'est un peu abusé. Quand tu pédales et que ton gaz pour tes jambes, c'est ce que tu manges, c'était parfait. C'était vraiment parfait. Et je trouvais pas que c'était si cher que ça, dans ce sens-là, que les portions étaient généreuses et c'était toujours très bon. Donc, on a mangé quand même plusieurs restaurants. Je ne saurais pas dire combien. Peut-être presque un par jour. Mixé avec beaucoup d'épiceries qu'on pouvait manger avant de dormir le soir ou des collations de jour. Donc, on pouvait se ramasser des fruits, des barres tendres, plein de trucs. Il y avait des sachets de trucs déjà tout faits aussi qu'on pouvait faire chauffer, des ramen, plein de trucs qu'on se ramassait comme ça. Et là, oui, c'est ça. Donc, 1500$ par personne. Mais là, moi, ce que je me dis, c'est que si je restais ici, ben, je vais faire l'épicerie quand même chez moi, puis je mange quand même. Donc, si j'étais resté ici, ça m'aurait coûté à peu près un 500$ d'épicerie. Donc, mon 1500$ que ça m'a coûté là-bas, je le réduis à 1000$. Ce qui me fait un total de, pas tant, à peu près 3500$ de dépenses directes qui ne revient jamais. Moi, je vois ça comme ça. L'Islande m'a coûté 3500$. Mais on tombe dans les investissements. Et oui, j'ai fait quelques dépenses avant de partir, mais pas autant. Et si tu regardes mon vélo, quand je suis en train de pédaler comme ça, avec le vélo lui-même, les sacoches et tout ce qu'il y a dedans, le vélo vaut 31 000$. Pas en train de dire que tu as besoin de tout ça. Faut pas oublier que je pars faire des expéditions dans le but de faire un film, des vlogs, des vidéos de formation, des conférences. Donc, je vais là comme cinéaste. Donc, je pars avec énormément de matériel de vidéo. Et là, on va voir bientôt c'est quoi. Donc, je me suis catégorisé mes dépenses en liste. Et ça, d'ailleurs, c'est la liste qui est disponible dans la description, que tu peux télécharger si jamais tu veux partir faire ton expédition. C'est la liste des équipements qu'on a vu à l'épisode numéro 1, celui qui est disponible juste ici. Et là-dessus, tu peux voir justement tous les équipements que j'ai utilisés et combien à peu près ils valent en dollars du moment où est-ce que j'ai fait la liste. C'est pas forcément les prix que j'ai payés moi-même, j'ai juste regardé combien ça vaut aujourd'hui. Et voilà, j'arrive à ça. Donc, catégorie vélo, ce qui inclut le vélo, les pédales, les souliers, les pneus, les lumières avant, arrière,
plus j'ai rajouté cadenas et casque, des genres de petits essentiels. Au total, pour tout ça, je suis à 3 953 $. Ensuite de ça, sac de transport. Donc là, c'est tout ce que tu vas mettre autour de ton vélo, les sacoches qu'on va retrouver à l'avant, à l'arrière, la sacoche de guidon. J'ai mon sac arrière dans lequel je mettais aussi beaucoup de trucs. Et encore là, tu peux partir plus léger. Ça peut t'en prendre moins. Et là, j'ai même été mettre des sacs Ziploc. Là, on parle d'une patente à 3 $. Un sac de poubelle, sac de transport pour le bol que Danny avait apporté. Moi, je ne l'ai pas apporté personnellement. La prochaine fois, je vais me prendre un truc comme ça. Tu vas voir éventuellement pourquoi. Et pour tout ça, on est à 1222 $. Ça reste quand même raisonnable. Niveau camping. Et ben ça, on a vu quand même que, je t'ai dit, ça m'a coûté 725 $ de mon côté, juste pour moi, en hébergement. Puis on a juste fait 4 nuits dans un guest house. Donc, le camping, c'est une façon absolument incroyable d'économiser de l'argent. Beaucoup d'argent. Donc, oui, tu as un investissement à faire. Mais regardez. On avait une tente, chacun. Donc, la tente. J'avais acheté des piquets supplémentaires, un matelas de sol, sac de couchage, un bivy bag, un sac de bivouac que j'ai jamais utilisé à 280 $, que je regrette quand même pas d'avoir amené, mais je ne m'en suis jamais servi. 2 oreillers, une chaise, des barbouillettes, serviettes, mousquetons, masque pour les yeux, pour dormir et un briquet. Le tout pour un total de 1811 $. Ce qui est beaucoup, beaucoup moins cher que toutes les nuits qu'on aurait pu faire en guest house. Donc ça, c'est une façon d'investir là, réellement, parce que tout ça, en fait, je l'ai encore. C'est prêt pour la prochaine expédition. Et déjà, je suis rentré dans mon argent, parce que si on avait dormi dans des guest house, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Au niveau de la cuisine, j'avais une petite cuichette pour manger. J'avais un Leatherman, mon couteau, un genre de couteau suisse avec plein de trucs. Du butane pour le brûleur. Et là, j'ai été mettre le Pocket Rocket à Danny, qui est un brûleur, avec tout son kit de vaisselle. Puis j'ai aussi mis mon Jet Boil que j'avais pas apporté. Je l'ai mis parce que c'est ce que j'aurais apporté si j'avais moi-même. Mais pour tout ça, on est à 757 $. Tu pourrais probablement réduire ça à 500 $. Mais j'y suis là pour la cuisine. Donc, pour bien manger pendant ton expédition. Quand même assez intéressant. Vêtements. Et là, tu sais, vêtements, t'en as probablement déjà une bonne partie. J'avais une casquette. J'ai vraiment tout calculé. Casquette, des t-shirts, probablement tous des trucs que t'as déjà. Chandail manches longues, des gants pour le vélo. Peut-être aussi que c'est des trucs que t'as déjà. Souliers de marche. Sûrement. Sandales. Pantalon de vélo, manteau imperméable, veste, une doudoune. Ça, tu vois, je ne l'avais pas là-bas, mais je l'ai mis parce que définitivement, je rajouterais ça dans mon kit pour si je retournais faire une expédition en Islande, je m'amènerais une doudoune. J'ai eu froid quelques soirs sur le bar, sur ma chaise, avant d'aller me coucher. Des boxers, des bas, cache-cou, cagoule, dry bag. Donc, j'ai vraiment mis tout ce que j'ai amené, même si la plupart des choses, je les avais déjà, en fait. Je suis même pas sûr que j'ai acheté quelque chose avant de partir. J'étais à 2324 $. Et ça vaut la peine d'investir dans des bons équipements parce que j'ai analysé ça et il y a quelques pièces d'équipement que j'avais au Japon en 2014 que j'utilisais encore en Islande en 2024 et je vais certainement le réutiliser dans d'autres expéditions à venir. Donc ça vaut la peine d'acheter du bon matériel qui te dure longtemps. Il y a un dicton qui dit « Je ne suis pas assez riche pour me permettre des produits bon marché ». C'est ce que ça fait. Bon, là, on est dans l'électronique. Et c'est majoritairement tout du stock pour filmer. C'est là que ça monte vite. Tu vois, cette catégorie-là, à elle seule, elle est à 20 000 $. On commence avec un ordinateur à 6 000 $. Après ça, on a un étui d'ordinateur, on a mon téléphone. J'ai mis mon téléphone là-dessus. Caméra professionnelle, 5 000 $. L'objectif, 1 500 $.
ça monte vite, là. Donc là, on a des filtres, des microphones, chargeurs de caméra. Bref, tu peux aller voir toute cette liste-là, mais qu'est-ce qu'on a? On a des cartes SD à bite mount pour filmer avec la caméra dans ma bouche. Il y a le drone, il y a des filtres ND, il y a des AirTags, il y a des disques externes, il y a des batteries, il y a ma montre. Donc, tout ça, 20 000 $, c'est une partie que tu peux enlever si tu pars pas faire une expédition. Et définitivement, si tu veux filmer, tu n'as pas besoin d'autant de matériel. J'y vais dans un mode très professionnel. Je suis sévère envers moi-même. Je veux livrer un contenu de qualité. Et c'est une qualité de production que je m'exige. Voilà. Ensuite de ça, on tombe dans les plus petites dépenses. Pharmacie, donc brosse à dents, pâte à dents, crème solaire, papier de toilette, bombe à lèvres, des petits trucs comme ça, 139 $. Toute petite facture. Kit médical, donc un kit médical complet. J'ai rajouté des couvertures d'urgence, des petites couvertures genre un miroir là, que tu peux te mettre dessus qui réchauffe vraiment bien. J'ai amené ça. Et une pochette étanche. Tu vois, elle, je l'avais pas. Je pense que j'ai oublié de l'acheter. Pas nécessaire, mais l'idée, c'est juste de mettre tout ton matériel médical dans un sac étanche pour être certain qu'il ne prenne pas l'eau si jamais tu en as besoin puis que ton stock ne soit pas tout ruiné. Bon, ma pochette d'urgence non étanche était quand même dans un sac étanche, mais voilà, par mesure de sécurité, tu pourrais le mettre là-dedans. Puis ça, j'étais à 93 $. Hydratation, en bouteille d'eau et en poche d'hydratation. La poche n'a jamais servi, mais j'ai déjà failli manquer d'eau sur une expédition, alors je pars toujours avec une poche d'hydratation. Ça prend pratiquement pas de place quand elle est vide. Et ça pèse pratiquement rien non plus. Et si jamais tu vois que tu t'en vas dans une région où est-ce que tu n'as pas besoin de beaucoup de... Où est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup d'eau, ben, tu peux te la remplir avant de t'aventurer là-dedans. Je suis à 250 $ en équipement d'hydratation. Et pour la dernière catégorie, on est en maintenance. On va parler ici de pompe, de levier à pneus, d'huile à chaîne, de clés pour serrer les pédales, de patch, de tubes de rechange, de chaînes de rechange, de freins de rechange. Vraiment tous ces petits trucs-là. J'étais à 397 $. Et c'est ce qui fait le total d'environ 35 000 $. Bon, comme je disais, 31 000 $ en investissement, mais on peut enlever à peu près un 20 000 $. Donc, réalistiquement, on est à 3 500 $ en dépenses directes et on est à 11 000 $ en équipements qui peuvent te servir sur plusieurs expéditions. Donc, pour un total de 14 500 $ si on enlève l'équipement pour filmer. Et là, tu es prête. Une fois que tu as fait ça, tu as tout ton stock qu'il faut pour refaire d'autres expéditions après. Donc oui, pour ta première expédition, tu as un coût supplémentaire à mettre pour acheter ton vélo et les équipements que tu vas avoir besoin pour rouler, entretenir ton vélo puis que tout aille le mieux possible. Mais voilà, c'est ça que ça coûte. Et l'autre chose, il y a plein de façons d'économiser. Et voyager en vélo, c'est déjà une bonne façon. Dans le sens que t'as pas grand-chose à dépenser. T'arrives en avion, bon, ta grosse dépense est payée, mais après ça, t'as pas de véhicule à louer, de taxi à payer ou quoi que ce soit. T'as ton vélo, t'es autonome, tu peux te déplacer là-dessus et ça te coûte rien. Puis en plus, ça te permet de respirer la place, rencontrer des gens, tu fais des belles rencontres en vélo. Les gens sont souvent curieux aussi. Les gens sont curieux de venir te voir et te demander qu'est-ce que tu fais. Donc, t'as même pas besoin d'aller vers les gens. Ça se fait plus naturellement quand tu es en vélo, surtout si tu es tout seul. Et ben, comme tu as ton moyen de transport, déjà là, tu économises beaucoup. De dormir dans sa tente, c'est aussi une super bonne façon d'économiser. On a dormi dans des campings, ça coûtait un petit quelque chose, mais on a fait aussi beaucoup de camping sauvage. Je t'expliquais comment faire dans cette vidéo-là.
coûtait juste rien. Puis c'est 100 fois mieux qu'un site de camping officiel. C'est 100 fois mieux qu'un site de camping officiel. Et il y a un truc aussi qu'on est super fiers, c'est que dans cette expédition-là, le seul véhicule à moteur dans lequel on a embarqué en Islande, c'est l'avion. On n'a pas pris aucun taxi, aucun autobus, rien. Rien du début à la fin. On est atterri à Keflavik, à l'aéroport. On avait nos vélos dans des boîtes. On les a montés à l'aéroport. Déjà là, à l'aéroport, on était prêts à partir. On a juste mis nos trucs rapidement dans nos sacoches. On est allé à notre premier guest house. Puis on a finalisé de tout placer nos trucs là. Et on était autonome jusqu'à la fin. À la fin, on a même, ça c'est la première fois que je faisais ça, mais tu vois, ça a été une autre économie. Normalement, je prenais soit un train, un autobus ou quelque chose pour retourner à l'aéroport. Pas besoin, le vélo, il est là. Non, je dirais que j'allais dire que c'est plus de logistique. C'est plus de logistique à l'aéroport, mais c'est moins de logistique pour se rendre. Tu fais juste te rendre. Puis à l'aéroport, ça peut être difficile. Ça peut être vraiment difficile, mais on a trouvé toutes les boîtes qu'on avait besoin pour rempacter nos vélos et ramener le tout à la maison. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Tu vas remarquer que un peu partout où est-ce que tu vas, leurs boîtes, ils les jettent, puis ils n'ont pas accès. Puis... Tu te doutes qu'il y a beaucoup de boîtes de carton dans un aéroport. Ils sont juste pas accessibles, puis il n'y a pas personne pour te les donner. Mais... on a passé quoi? 2 heures? Peut-être 3 à tout gérer. Trouver les boîtes, rempacter les vélos, ramener ça au comptoir. Puis ça, on a fait ça la veille du départ. Et après ça, comme on n'avait plus de vélo, on est rentré à notre guest house à pied. Au lieu de s'appeler un taxi, on a marché. On avait peut-être un 5, 8, 10 km à marcher, mettons. En fait, ça a payé notre restaurant. Quand on est rentré de l'aéroport, on est allé à un restaurant, on a mangé notre dernier repas, on est rentré au guest house. Juste le taxi aurait sûrement coûté ce que notre repas nous a coûté. Puis le lendemain, on s'est rendu à l'aéroport à pied. On est reparti du guest house jusqu'à l'aéroport à pied. Donc là encore, c'est toutes des dépenses qu'on n'a pas. Et là, après ça, tu te dis, il y a tout le côté des activités que tu peux te payer. Bon, vrai, là, cherche des trucs gratuits. Cherche des trucs gratuits. Moi, ce que j'ai remarqué dans toutes mes expéditions, c'est que quand je vais vers des noms connus, c'est tous les trucs que j'aime le moins parce que c'est ultra touristique, c'est fake, c'est monté par des touristes, donc c'est pacté de monde, et c'est pas les gens locaux qui sont là, c'est les touristes. C'est souvent bruyant, c'est pas agréable. Puis tous les gros noms, on en a passé quelques-uns, on n'avait pas le choix, ils étaient sur notre chemin, puis t'entends parler d'un nom, tout le monde dit qu'il faut que tu ailles là, t'as des photos à n'en plus finir de ça sur Google. Je dis, c'est sûr, je vais aller voir ça. Je dis, je suis sur la route, puis ça va être là à gauche. Là, pas 8 km là-bas, non, là. Oui, on y va. Mais il y a quelques-uns de ces endroits-là que c'était juste comme... OK, non, c'est pas intéressant, on va continuer. Puis c'est les trucs, les plus beaux sites qu'on a vus, c'est sûr qu'on était sur la route, puis waouh, c'est beau par là. On y va. Puis c'est pas un endroit officiel ou quoi que ce soit, on fait juste... On y va. Là, tu te ramasses à des endroits où est-ce qu'il n'y a pas personne, t'es tout seul, t'es dans la nature, tout ce que t'entends, c'est le vent, des oiseaux, le bruit de l'eau qui coule. C'est tous les plus beaux endroits. Puis ces endroits-là, ce qui est beau, c'est qu'ils sont gratuits. Les endroits, souvent, où est-ce que tu vois les noms, puis tout, ça coûte quelque chose, les visiter. Ou, tu sais, je pense... OK, par exemple, le fameux... Comment il s'appelle? Le Blue Lagoon. Destination... c'est probablement la destination la plus visitée d'Islande. Peut-être un peu moins dans la région où est-ce qu'on y est, dans le temps où est-ce qu'on y était, parce qu'il y avait les fameuses éruptions, puis ils sont encore là.
Mais tu sais, tu vois des photos de ça où est-ce qu'il n'y a pratiquement pas personne, là, mais quand tu vas y aller, ça va être plein de monde. Je vois pas le plaisir là-dedans. Et ça doit coûter cher aussi y aller. On a vu aussi à quelques occasions là, des endroits où est-ce qu'on pouvait aller justement dans des sources d'eau naturelles, mais tu vois que c'est des piscines où c'est ultra organisé. Puis les prix pour aller se baigner là-dedans, c'était au-dessus de 100$. Mais on a fini par se trouver. Danny avait une petite application pour les trouver. On en a juste fait un. Mais on était dans un petit trou d'eau, là. C'était minuscule, puis c'était ultra naturel. Là. Il n'y avait rien autour. On était dans une espèce de vieille coulée de lave, pas en fusion. Là. Elle est tombée en roche depuis probablement quelques milliers d'années. Mais il y avait encore des veines de chaleur qui passaient pas loin, et l'eau était super chaude. C'était super cool. Il y avait quand même un peu de monde qui passait, mais ça, là, ça l'a rien coûté. Donc, c'est ça. Cherche pas, en fait. Moi, ce que je te conseille, c'est de juste partir, puis regarde à l'horizon, regarde qu'est-ce que tu vois, va visiter ces régions-là qui sont pas forcément officielles, ou juste sur le bord de la route. Tu peux tellement voir de belles choses. Prends le temps d'observer, tu vas voir, c'est fou tout ce que tu peux trouver en Islande. Et le camping aussi. Le camping, il y a quelqu'un qui me demandait comment est-ce qu'on fait pour se trouver un site. C'est exactement ce principe-là. On voulait toujours être caché. On voulait pas être à vue. On voulait se trouver des beaux sites. On finissait par trouver. On savait pas exactement où que ça allait arriver. Mais on finissait toujours par trouver. Des fois, ça a été plus loin qu'on l'aurait espéré. Donc, on a dû faire des plus grosses journées. Mais on a toujours réussi à se trouver un endroit pour dormir. Éviter les restaurants, si tu veux économiser beaucoup, c'est une autre façon définitivement d'économiser, mais comme je te disais tantôt, on a mangé super bien, alors c'est pas une dépense que je regrette d'avoir fait. On mange vraiment bien en Islande, pour vrai. Burger, poisson, cheval, on mange bien. Partout. Tous les restaurants qu'on a mangés étaient vraiment, vraiment tout bons. Puis surprenamment, même si c'est une île qui t'a fait importer à peu près tout ce qu'ils mangent, tout est frais. C'est complètement fou. Donc, ça, tu peux manger de ce que tu trouves à l'épicerie, ça va te coûter moins cher. Donc, tu pourrais descendre en bas du 3500$. Voyager à vélo, ça permet de sauver beaucoup de frais de transport. Oui, ça, on en a parlé. L'équipement, oui, donc achète l'équipement de bonne qualité pour que ça te serve longtemps. Oui, ça coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais si ça peut te servir pendant au-dessus de 10 ans, ça vaut la peine. Et, ouais, au final, une expédition en vélo, ça n'a pas de prix. Ça va te rapporter beaucoup plus en toi qu'est-ce que ça t'a coûté, peu importe combien ça t'a coûté, c'est complètement fou, une expédition à vélo. Une expédition à vélo, c'est de te lancer dans l'inconnu. Dans un pays que tu connais pas, il va t'arriver des péripéties. Une expédition à vélo, c'est d'être tout le temps confronté à devoir trouver des solutions. Ça a l'air extrême dit comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on le vit. Le truc, c'est que, je veux dire, il m'arrive quelque chose ici, je peux demander de l'aide à des gens que je connais, je peux fouiller sur Internet et tout, où il n'y a pas rien d'urgent, je peux régler ça dans 3 jours, la semaine prochaine, le mois prochain, ou pas du tout. Je suis chez moi, ça va bien. Quand tu es en expédition, tu as un but d'arriver à quelque part, il faut que tu trouves un endroit pour dormir, il faut que tu trouves un endroit où manger, il faut que tu trouves tout le temps quelque chose à te trouver. Il y a des trucs qui peuvent briser sur ton vélo, tu peux te faire voler ton vélo. Tu es toujours en mode de trouver une solution selon ce qui t'arrive, puis tu le remarques pas, mais tu trouves toujours les solutions. Ça te donne une confiance en toi absolument incroyable. Ça te permet de découvrir aussi des peuples différents. Ça, c'est ce que j'ai vécu au Japon. J'ai découvert un peuple absolument incroyable. Je pensais que rien pourrait égaler ou surpasser le Japon parce que c'était ma première expédition. Cet émerveillement-là de première expédition qui est
qui est quelque chose d'absolument incroyable. Si tu n'as pas encore fait une première expédition, je t'envie de pouvoir vivre ça une première fois. C'est tellement exceptionnel. J'ai fait une expédition dans les pays scandinaves. Celle-là, je veux dire, oui, ça fait toujours grandir, mais bon, je pense que je me suis pas dépassé sur celle-là. En Islande, là, par contre, ça a été un réel défi. Là, avec les conditions météorologiques qu'il y avait là-bas, j'ai gagné énormément en endurance, en résilience. C'était dur. C'était vraiment dur. Il y a des journées qui étaient assez... Je dis pénibles, mais... Pénible, c'est pendant qu'on était dedans. Une fois que t'en es sorti, t'es juste fier d'avoir passé au travers ça. Ça te fait grandir d'une façon que tu peux comprendre juste en faisant ce genre d'expédition-là, ce genre de défi-là. Alors, ouais, donne-toi cette chance-là. Oui, c'est un investissement, on l'a vu, tu as un certain montant à ramasser avant de pouvoir te lancer, mais je t'encourage à mettre l'argent de côté qu'il faut pour le faire. Lance-toi là-dedans, tu le regretteras pas, c'est certain. Donc, voilà pour les coups, j'espère que ça va t'avoir aidé, et dès la semaine prochaine, on commence les vlogs de l'expédition avec le jour 0 où est-ce qu'on part d'ici et qu'on se rend dans les gros vents d'Islande avant de commencer cette aventure absolument extraordinaire que j'ai hâte de te partager au cours des 32 prochaines semaines. Voilà. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!